Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, vidéo numéro 3 du bilan culture par culture. Cette fois-ci, ça concerne les pommes de terre. On va essayer d'enchaîner un peu plus rapidement, sinon en janvier, on y sera encore. Désolé pour le son de la dernière fois, pas terrible. Bon, ça va pas être beaucoup mieux aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai reçu des micros, et donc je suis en train de bidouiller avec ces micros, et j'avoue que pour l'instant... j'ai des petits problèmes de matériel, donc il faut que ça renvoie à l'expéditeur et que ça revienne, etc. avec du nouveau matos. Donc la suite au prochain épisode. Et pour l'instant, du coup, je suis revenu sur le son classique de la caméra. Bref, du coup, on attaque le sujet des pommes de terre. Alors, globalement, très bonne année en pommes de terre, hein. Comme vous l'avez vu le moment de la récolte, les rendements étaient très bons, la qualité était là, les calibres aussi. Donc, globalement, franchement, c'est plutôt très correct, enfin même plus que correct. Je pense pas que j'ai rarement fait aussi bien en pommes de terre en tout cas. Alors, globalement, on a eu des conditions climatiques qui ont été plutôt favorables, même si c'est vrai qu'on a eu un peu peur parce que les plantations ont été tardives, le climat était alors humide mais surtout très froid. On n'a pas eu beaucoup de chaleur. Donc on avait peur qu'en plantant très tard, on allait devoir récolter très tard. Mais il se trouve qu'au final, les choses se sont plutôt bien goupillées, ça a plutôt bien rattrapé. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, elle a quand même fait son cycle sur le même temps que d'habitude et au final on a récolté à peu près comme d'habitude. Bon, un peu plus tard, c'est vrai. Là on a récolté début octobre, ou tout fin septembre, tout début octobre, pardon. C'est vrai que notamment sur la binge qui est assez précoce, généralement allez, au 20 septembre on peut y aller. On a peut-être perdu une semaine. En ce qui concerne le choix variétal, déjà, il y a deux choses, c'est qu'on fait des pommes de terre sous abri et on fait des pommes de terre à l'extérieur. Bon, sous abri c'est anecdotique, enfin c'est qu'une serre, donc c'est 500 mètres carrés. Enfin l'année dernière on avait fait deux serres, donc 1000 mètres carrés. Cette année on va changer pas mal de choses. Parce qu'en serre, je vais être vraiment serré. Enfin, donc du coup, il y a des trucs que j'enlève. C'est notamment les pommes de terre et les melons qui vont en pâtir. Enfin, melons, je vais compenser, mais ça, je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo. Enfin, la vidéo dédiée aux melons. Et pommes de terre, du coup, je vais mettre qu'une serre et encore, je sais même pas si je vais savoir la remplir. Parce que c'est vrai que j'ai fait mon planning de serre et c'est assez serré. C'est le cas de le dire. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, d'un point de vue variétal, au début en serre, je mettais toujours de l'Adora. Adora, c'est une variété très précoce, c'est une des plus précoces. Donc, c'est son gros avantage et surtout, elle est assez polyvalente. Par contre, elle tubérise pas fort et elle fait vite du gros calibre. Donc, c'est bien pour dehors, c'est bien pour prendre la suite des pommes de terre de conservation. Mais sur le créneau des serres, on va être sur de la plantation. Nous, on plante souvent en janvier, enfin courant janvier. Après, on pourrait planter à partir de décembre. Mais pour des raisons pratiques, pour faire arriver le plan, j'arrive jamais à avoir du plan en décembre. Donc, enfin, du moins sur les variétés que je veux. Donc, du coup, je suis obligé d'attendre un petit peu. Et c'est vrai que franchement, c'est très loin poussé, même sur la plantation janvier. Donc ça, il y aura certainement des changements. C'est vraiment très long. Euh, donc j'ai dit que je partais d'habitude en Adora. Et finalement, cette année, je vais partir en Annabelle, donc une chair ferme. Pourquoi? Parce que, donc, comme j'ai dit, je considère que l'Adora elle prend la suite de la conservation, des pommes de terre de conservation. Et en pommes de terre de conservation, comme on a eu des bons rendements, les stockages étaient blindés. Donc du coup, je pense que je vais aller très loin. En plus, ça conserve très bien. Du moins sur au point de vue germination. Donc du coup, je me suis dit, autant changer de stratégie et essayer d'avoir de la chair ferme très tôt. Parce que ça fait vraiment la différence. La chair ferme, c'est la petite pépite. Elle peut être toute petite en plus. C'est même encore mieux. Ça, tu mets ça directement à la poêle. Voilà, c'est vraiment impeccable ou à l'eau. Et donc je pense que ça va mieux se valoriser sur de la récolte très précoce parce qu'en serre, on va réussir à mon avis à récolter courant avril quoi.
sur de la plantation janvier, à mon avis, au 15 avril, on peut, même peut-être avant, on peut peut-être récolter, voilà, allez, visons 15 avril, pour récolter les premières pommes de terre. Donc ça fait vraiment de l'effet. Et donc du coup, les Adora, on les fera à l'extérieur directement. Et pourquoi pas, s'il faut, avoir la quantité qu'on a en conservation, ça m'étonnerait. On peut toujours mettre un voile P17, ce que j'avais déjà fait, donc pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ou encore avant, je sais plus. Bref, on avait mis un voile P17 sur une partie, et franchement, il y a une vraie différence. On gagne facilement 15 jours, enfin au moins allez, 10 jours à la récolte. Donc c'est pour de la primeur, c'est important 10 jours. Ça peut changer la donne. Et donc, donc ça va être difficile. Euh, au sujet des Adora à l'extérieur, ce qu'on va faire, c'est que du coup, en fait, cette année, j'avais planté les Adora en serre et je m'étais dit, le reste, je vais tout planter en même temps parce que c'est une entreprise qui vient faire la plantation. Ce sera beaucoup plus simple de tout planter en une fois. Sauf que cette année, les conditions obligent, on a dû attendre vraiment longtemps. On a planté très tard. On a planté le 16 mai exactement. Et pour la primeur, bah, du coup, elle arrive vraiment, vraiment très tard. Et j'ai eu un trou en fait entre les pommes de terre que j'avais plantées en serre et les pommes de terre primeur à l'extérieur, les adorants. Donc ça, c'était vraiment embêtant. On n'a pas pu vendre comme on voulait. Donc ça, c'était embêtant. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dès que je peux, à l'extérieur, avec ma petite machine que vous avez déjà vue quand je plante à l'intérieur, là, je vais planter dès que je peux à l'extérieur, je vais pas dire quelles que soient les conditions, mais bon, je veux dire, c'est avec du matériel léger, la petite machine, je peux vite faire quelque chose d'à peu près correct. Après, je vise pas des gros rendements, je vise surtout une précocité. C'est ça la grosse différence, c'est que là, vraiment, voilà, il me faut de la pomme de terre tôt, quoi qu'il en coûte, quoi. Donc du coup, ça sera ça la stratégie. Et comme ça, après, pour le reste, je me laisse le temps en fonction des conditions climatiques pour pouvoir aller faire du bon boulot et planter, bah, comme on a vu, même, voilà. Je veux dire, à partir du 15 avril, moi, il n'y a aucun problème pour planter. Mais là, on a planté au 16 mai et puis ça s'est plutôt très bien passé. Même si j'aime bien toujours planter tôt parce que d'un point de vue logistique pour la récolte, il y a plusieurs, enfin comme vous l'avez vu dans la vidéo récolte, j'aime bien être dans les premiers à récolter. C'est plus simple d'un point de vue logistique parce que je dépends quand même de plusieurs personnes. Donc pour le choix variétal, donc comme vous l'avez compris, on commence sous tunnel en Annabelle, chair ferme. Ensuite, on prend le relais en précoce avec de la Dora, donc en primeur, qu'on va planter quand on peut. Et ensuite, grosse plantation, où là, on fait du coup notre variété phare, la Binch, une variété fritable. Une variété de substitution en fritable, la Nazca. Normalement, si vous avez suivi les vidéos, je vous ai tout détaillé, les qualités organoleptiques des différentes variétés. On va rappeler vite fait quoi, dans le discours en fonction de ce que j'ai à dire. Mais voilà. Et en chair ferme, là, ça va être le changement. Je prends un petit risque mesuré. Mais je vais faire Annabelle uniquement. Je vais plus faire Annabelle et Charlotte. Parce que la Charlotte, c'est une variété qui est bon, plus facile à produire, plus productive. Mais c'est vrai que gustativement, c'est quand même moins bien. Alors, c'est très bien pour la fin de saison, ça suffit. Mais quand tu passes de l'Annabelle à la Charlotte, souvent il y a une petite déception. Tu vois que voilà, c'est un petit cran en dessous. Et franchement, aujourd'hui, bon, Annabelle, normalement, il y a moyen. Alors, c'est vrai qu'elle germe beaucoup plus vite en stockage. Elle a beaucoup moins de dormance que la Charlotte. Donc, du coup, je prenais toujours la Charlotte pour compléter, pour aller plus loin en stockage. Mais normalement, maintenant, j'arrive à bien gérer la germination au stockage avec les frigos. Donc, en principe, ça doit quand même aller au bout. Et après, j'aimais toujours mettre aussi deux variétés de chair ferme. Bah, comme d'habitude, comme avec les carottes, pas mettre les œufs dans le même panier et avoir une assurance en cas d'un échec sur une variété. Il peut y avoir différents facteurs en fonction des sensibilités variétales à certains problèmes. J'ai eu une année des problèmes à cause du puceron. Alors, c'est la conclusion qu'on en a sorti. Des nécroses en fait sur les annabelles, sur le bout des tubercules.
qui fait qu'il y avait eu quand même pas mal de déchets. Donc j'étais bien content d'avoir quand même la charlotte à côté en complément. Mais bon, voilà, je préfère, voilà, je vais prendre le risque et puis on verra ce que ça va donner. Mais bon, là, ça fait plusieurs années maintenant que ça se passe très bien. Je connais un petit peu les risques avec cette variété, donc je peux les anticiper et gérer pour que ça aille bien. Alors maintenant, sujet plantation. Alors plantation en serre, il y aura du changement puisque comme je vous l'aviez montré, on plantait avec la planteuse à godet, là, on était à 4 derrière à mettre dans les godets et planter directement en terre, quoi, à faire enfin, la confection directe des buts. Et je vais changer pour des questions de précocité. Parce qu'on est à une période où même si on est en serre, bah, ça a du mal à pousser. Et en fait, ce que je vais essayer, c'est de mettre du paillage plastique noir. Donc même peut-être du paillage plastique spécial fraise avec les trous qui sont déjà faits pour les fraises. Ça me paraît une bonne densité. Et en fait, je vais faire des billons avec le culturato, poser le plastique noir et je vais planter directement dans les trous de paillage. Et parce que le plastique noir, c'est vrai que dès que tu as un rayon de soleil, voilà, ça réchauffe bien la butte. Ça permet de maintenir la température aussi quand ça refroidit à l'extérieur. Donc je vais essayer. Je pense il y a moyen de gagner quand même pas mal en précocité. J'ai vu sur un groupe de maraîchage, là, j'ai vu des sacrés développements de foliaires sur des pommes de terre plantées euh, sur paillage plastique à des périodes où moi c'était vraiment pas encore très gros. Donc du coup, je me dis bah on va essayer ça. Donc je vous partagerai ça. On verra si il y aura une charge de boulot supérieure, c'est sûr, pour l'installation des plastiques et la plantation qui sera forcément manuelle du coup. Mais je pense que je pourrais les gagner largement avec la qualité du produit et la précocité surtout. Donc ça c'est pour la serre. Et pour la plantation à l'extérieur, donc comme j'ai dit à Dora, on va commencer avec notre petite planteuse pour les premières. Et après, on continue aussi pareil que cette année. Donc on fait venir une entreprise pour planter le reste. Le gros avantage de faire venir une entreprise, c'est le gain de temps forcément déjà. Et surtout, ce qui est trop bien avec mon entrepreneur, en fait, c'est que sur sa machine, ce que t'as pas quand t'es avec une maraîchage diversifié, que t'as une petite machine, c'est que t'as la précision du réglage de densité, qui est vraiment très intéressante. Là, en plus, comme j'enchaîne les variétés, je lui dis quel réglage je veux et puis sur son ordinateur de bord, il change directement que la modification de densité se fait électriquement sur la machine. Donc ça, c'est vraiment super. Tu lui dis tu plantes à 25 cm, tu plantes à 28, à 30, 35, 40. C'est précis pile poil. Donc ça, c'est vraiment très agréable parce que en binge, du coup j'embraye sur les densités de plantation. Euh, En binge, on plante du petit calibre, on essaye d'avoir enfin, du petit calibre de plan, on essaie d'avoir le plus gros calibre de tubercule fils. Donc on va espacer quand même pas mal. Cette année on était à 34 et je vais peut-être même passer un cran au-dessus. Deuxième parenthèse, je vais essayer cette année de la binge de catégorie élite. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait dans les plantes, tu as différentes catégories. Souvent on connaît catégorie A, catégorie B. Catégorie A, c'est des plants qui sont certifiés, 5, il n'y a pas de problème. Catégorie B, il peut avoir des défauts de virose, des contaminations, je sais pas, je connais pas vraiment bien le sujet. Mais on prend toujours du catégorie A pour être sûr d'avoir un plan nickel. C'est une culture qui coûte cher, donc autant démarrer avec du plan nickel. Et j'ai découvert qu'il y avait, pareil sur les réseaux, j'ai découvert qu'il y avait une catégorie élite en fait. Et ça, c'est les producteurs de plants qui connaissent ça. Quand on dit élite, en fait, c'est du plan, limite du plan de souche. Du plan qui n'a pas encore été multiplié. Je ne saurais pas l'expliquer vraiment plus que ça. Mais il n'a pas subi plusieurs multiplications. Donc potentiellement, il peut avoir justement un potentiel supérieur aux catégories A. Je ne sais pas si ça va se vérifier, mais en tout cas, toujours est-il que sur la binge, étant donné les difficultés à la produire,
Je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais payer un petit peu plus le plan pour avoir cette catégorie élite là. Donc on va essayer ça cette année, on verra si on peut y trouver un avantage ou pas. Mais toujours dans cet objectif de chercher du calibre parce que la binge malheureusement en rendement c'est sûr ça a toujours été correct. Enfin, moi je me suis jamais plaint, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de gros échecs de rendement sur cette variété. Je me suis jamais plaint du rendement. Par contre, sur le calibre, j'ai souvent eu beaucoup de problèmes, même cette année. Hein. Même cette année, on a un rendement exceptionnel. J'ai encore beaucoup de sous-calibre. Et donc ça, c'est bien dommage, c'est de la perte. On vend pas ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des sacs avec de la pomme de terre feuilletable, donc de gros calibre. C'est ça que les gens veulent. Donc on s'adapte et puis du coup, on fait du calibrage. Je sais même plus où j'en étais. Ouais, donc voilà, binge 28-35, donc petit plan, écarté à cette année 34 cm j'ai fait. Ensuite, Nazca fritable aussi. Là, disponible que en gros plan, mais ça ne me dérange pas parce que elle peut tubériser, elle attrape facilement du calibre, contrairement à la binge. Et là, par contre, comme c'est du très gros, enfin c'est du 35-50, donc je plante ça à 40 cm, 40 cm d'écartement. Compromis, calibre, voilà, tubérisation. Ensuite, Annabelle et Charlotte, ça c'est des variétés à forte tubérisation quand même, on l'a vu dans la vidéo, il y avait des pommes de terre avec plus de, je sais plus, 15-20 tubercules, vraiment, c'était super. Et là par contre on cherche pas de calibre, on cherche vraiment à avoir des pommes de terre assez homogènes, mais pas trop grosses. Enfin, au plus c'est petit, généralement, au plus c'est beau. Au plus ça se vend. Après, il y a toujours le compromis en rendement quand même, où il faut jamais chercher un peu de rendement, parce que sinon, voilà, d'un point de vue économique. Mais là, du coup, ce que je fais, c'est que je plante très très serré, même du gros calibre, je m'en fous, je le mets à 20, là j'ai mis à 26 ou 27 cm, je sais plus, ou 28, oh je sais plus. Ah, bref, je sais que l'année prochaine, je mets tout à 25. Je m'embête pas. Dans tous les cas, au pire, même si c'est une année un peu plus compliquée en termes de rendement, ça va toujours permettre de faire il y aura toujours du tubercule, même si c'est plus petit, bah voilà, ce sera pas grave, puisque c'est toujours nous, ça nous intéresse d'avoir du petit calibre. Mais par contre, une année comme ça, très poussante, bah même en serrant à 28, ça va pousser vraiment, vraiment sévère. Et au final, on se retrouve quand même avec un calibre un petit peu trop élevé. Vous l'avez vu pendant que je faisais le broyage, j'étais plutôt content, mais c'est vrai que là, à la récolte, dans les palos que je vois, c'est un petit peu trop gros quand même. Donc là, à l'inverse de la binge, on enlève le surcalibre. C'est vraiment compliqué. Hein. Mais voilà, du coup, et le surcalibre pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est vrai que là, on enlève une partie. Alors, c'est une partie qui est pas très grosse, mais ça représente un petit pourcentage de pommes de terre qu'on enlève parce qu'elles sont un peu trop grosses. Et j'oubliais aussi l'Adora, forcément. Adora, pomme de terre primeur, qui nous fait toute la pré-saison, en fait, avant les grandes récoltes. Et là-dessus, donc c'est pareil, c'est généralement du gros calibre. Il n'y a plus beaucoup de petits calibres en Adora. Et ça se plante assez proche quand même, parce que ça a une tubérisation très faible. C'est-à-dire que un plant va pas faire beaucoup de pommes de terre et donc du coup a plutôt tendance à faire de la grosse pomme de terre. Alors c'est intéressant cette variété parce que comme on est en précoce, on peut vite avoir des pommes de terre qui peuvent passer en frites et du coup pas prendre le relais des binge Nazca si on a fini en stockage. Donc voilà, c'est toujours un petit calcul en fonction de ce qu'on a en stockage aussi. Mais voilà, dans l'idée c'est de prendre le relais le plus rapidement possible et que les gens puissent faire un peu tout ce qu'ils veulent parce que c'est une polyvalente. Mais du coup, voilà, faut adapter aussi la plantation, pas mettre trop large, sinon tu peux finir avec des bombes, ça. Et puis, nous, c'est pareil, hein, trop gros, ça ne nous intéresse pas forcément. D'ailleurs, cette année, j'avais testé une autre variété, la Gélie, et comme vous l'avez vu, bah voilà, c'est c'est beaucoup trop gros. Alors, j'ai gardé un peu de gros calibre à la maison, à la ferme, pour les pommes de terre chaumières, parce qu'on fait un peu de transformation ici à la ferme, on a des cuisines. Donc je garde ça pour les pommes de terre chaumières ou des besoins spécifiques vraiment sur la longue frite, des restaurateurs, tout ça, qui veulent vraiment de la facilité de préparation en fait. Alors c'est une frite enfin c'est une pomme de terre qui est pas trop mal franchement. Mais c'est vrai que c'est gros, putain, c'est vraiment énorme. Donc voilà, il faudrait vraiment resserrer. Et bon, pour l'instant, tant que j'arrive à me débrouiller, binge Nazca, ce sera pas mal. Donc pas de jelly pour l'année prochaine. En ce qui concerne maintenant le désherbage, alors ça a été plutôt très correct, dans la mesure où les conditions humides
suivant la plantation ont permis d'avoir des produits qui ont bien marché. À cela, on a complété avec oh là là. À cela, on a complété avec du désherbage mécanique, comme vous l'avez vu, avec la bineuse AVR là, qui fait vraiment un super boulot. Il y a vraiment moyen de faire enfin, en complément. Je pense que, enfin, seul, c'est difficile. Seul, de toute façon, le binage seul, c'est toujours compliqué. Mais après, il faudrait rajouter une RC Trice, enfin, aller dessus, hein, mais c'est vrai que c'est toujours. Enfin, c'est pas, voilà, c'est jamais 100%, mais dans l'idée, c'est un super matériel, ça referme bien la butte, donc l'humidité ne s'échappe pas, parce que c'est vrai que travailler le sol après, ça peut aussi faire partir l'humidité, qui est précieuse si jamais on est en période de sec. Mais le fait qu'on ait une cape voilà, avec un vérin qui permet de forcer la cape sur la butte, voilà, on ferme bien l'humidité, ça c'est intéressant. Et voilà, les couteaux qui frôlent la butte, bah, ça fait vraiment du super boulot, ça scalpe bien le flanc de butte. Donc ça, j'en suis ravi et ça c'est cool d'avoir la Cuma pour pouvoir avoir accès à ce genre de matériel que j'aurais certainement pas acheté tout seul, ça c'est sûr et certain, étant donné l'investissement. Et voilà, ça permet de faire quand même du super boulot. Et aussi en désherbage, juste un petit échec, mais bon, ça je m'y attendais, au niveau du Datura. Donc il y a pas mal de Datura qui sont passés à travers parce que le Datura il a cette faculté à lever de façon échelonnée et même dans l'ombre. Donc ça c'est un souci. Et donc du coup on a quand même été plusieurs fois à la main pour retirer les pieds pour éviter que les graines en fait elles retombent au sol et du coup réinfeste le champ pour les années suivantes. J'avoue qu'on n'a pas été à 100%. Il y a quelques pieds qui sont restés un petit peu, mais bon, on a limité la casse. Mais c'est toujours pareil, en pleine saison, quand voilà, t'as tout qui s'enchaîne, on aurait dû tout enlever, mais bon, voilà, bon, on a enlevé 95%, mais bon, c'est vrai que des fois, les 2%, 5% qui restent, bah, c'est eux qui te foutent la zone pour la suite, quoi. Au sujet du mildiou, parce que forcément, c'est la maladie numéro un en pommes de terre. Cette année, ça a été la cata. Enfin, la cata. Ça s'est bien passé pour les producteurs qui ont les protections, qui ont les produits pour lutter contre ça. Mais dans les jardins, ça a été la catastrophe. Et puis, il fallait vraiment être attentif pour contenir la maladie. Passer au bon moment, voilà, enfin, c'était vraiment chaud cacao, quoi, parce que la pression était énorme, l'humidité constante, un feuillage très dense, luminosité faible, donc le séchage du feuillage qui se faisait pas bien en journée. Donc voilà, tout était réuni, des températures plutôt douces quand même pas très chaud, mais assez douces. Donc il y avait vraiment, c'était le cocktail parfait pour le Midio. Et j'avoue que j'avais jamais vu une année comme ça. Alors certainement qu'il y en a eu par le passé. Mais là c'était quand même, waouh, c'était costaud. Et je pense que ouais, dans les jardins il n'y a pas dû rester beaucoup de pommes de terre à la fin enfin même déjà au mois de juillet à mon avis il devait plus avoir beaucoup de patates. Voilà pour le Midio. L'irrigation. Euh, Bah, cette année, du coup, pas eu besoin d'irrigation, enfin de manière générale, même si en binge, on a eu à un moment donné 2 semaines de sec. Alors 2 semaines, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, surtout avec nos terres qui ont une réserve utile assez importante. La pomme de terre a toujours ce qu'il faut pour, euh, pour s'abreuver, on va dire. Mais spécifiquement pour la binge, j'ai quand même fait un petit passage de 15 mm sur ce créneau-là. Parce que la binge est tellement sensible à toutes ces variations, elle est tellement sensible à tous les stress que il faut la bichonner. Et quand tu sens que voilà, elle a pas elle a pas le, peut pas boire au goulot, et ben tu lui mets une petite dose d'eau, une petite dose d'irrigation, et franchement ça lui permet d'aller chercher, d'aller déplafonner parce que j'ai déjà vu ça des années où toutes les variétés elles restaient sauf la binge qui est, elle est dans le sec et là
elles stressent et souvent les variétés de maintenant, même quand elles sont dans le sec, après quand il repleut, elles attendent et puis il repleut, voilà, elles se remettent en route. Là, la binge, quand elle s'est arrêtée, quand elle s'est mise en pause, elle se met pas en pause, elle s'arrête. Donc des fois ça peut amener à des sacrées gamelles. Au niveau de la fertilisation, on repart sur les mêmes bases. Donc toujours une base de compost de fumée de volaille, du compost que j'achète à un voisin, qui couvre la quasi-totalité des besoins. On complète quand même avec un peu de fertilisation minérale, notamment sur le point azote, parce que ça reste quand même assez gourmand, hein, surtout quand on sort des 50, des plus de 50, 60 tonnes à l'hectare. Voilà, c'est que ça a consommé quand même. Donc, et puis surtout le compost, même si c'est un compost assez riche, qui travaille assez vite, tu sais pas si 100% va travailler, même si si les deux tiers, voilà, tu sais pas si tu peux compter dessus. Toujours est-il qu'il faut assurer le coup, surtout en pommes de terre. Toujours sur le point de la fertilisation, je l'avais conclu dans une de mes conclusions, j'avais donné des indications sur un produit que j'avais utilisé, un biostimulant donc, de chez Bio3G, du Résios tonique, qui n'a donné strictement aucun effet, avec des résultats avec et sans qui étaient vraiment pareils, quasiment au poil, allez, à 30, 50 grammes, à 100 grammes près, c'est exactement pareil. Donc voilà, pas du tout d'effet, pas d'effet significatif, quoi. Mais donc voilà, donc j'abandonne tous ces trucs-là, je vais partir sur des trucs un peu plus concrets. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des choses qui vous semblent intéressantes, que vous avez essayé ou vous avez vu des résultats marquants. Je suis toujours ouvert quand même pour des essais, des choses comme ça. Ça m'intéresse toujours parce que c'est un sujet encore, tout ce qui est biostimulant, c'est un sujet qui est assez récent. Il y a beaucoup d'entreprises qui en profitent pour faire leur commerce là-dessus, sur la naïveté des paysans aussi. Et puis, voilà, on sait pas, on a envie de faire au mieux, donc on achète, on se dit ça fera pas de mal. Mais bon, ça fait de mal, ça fait pas de mal à la culture, mais ça fait du mal au porte-monnaie, toujours est-il. Donc voilà, c'est un sujet, on est qu'au balbutiement de tous ces sujets-là, je pense, hein. Ensuite, pour la récolte, je pense que dans notre système, on a un bon compromis. C'est-à-dire que il y a trois méthodes d'arrachage. La première, c'est la ligneuse, parce que on se doit de respecter le produit. On arrache en sous-maturité, donc avec des pommes de terre qui ont pas de peau. Enfin, la peau, elle n'est pas encore formée, donc ça pèle. Tu mets ça dans une machine classique, comme vous voyez au bord de la route, c'est même pas la peine. La pomme de terre, elle est morte en 24 heures. Donc nous, on la ligne, on la met en caisse à la main. Ça, c'est vraiment super pour débuter. On fait ça jusqu'à qu'on puisse arracher la machine, en fait. Ensuite, dès que les pommes de terre sont mûres, défanées avec de la peau, on commence à arracher avec notre machine, la VR, là, que vous avez vu régulièrement dans les vidéos. Machine qui a le gros avantage d'être très douce. Pas de rouleau d'éterreur, tout ça. Enfin, pas de choc en fait, que du caoutchouc. Même la première chaîne, la chaîne primaire d'arrachage, elle est en caoutchouc. Ce qui dévie des rouleaux en caoutchouc pour dévier les pommes de terre, des brosses, voilà, enfin, que du simple. Alors, c'est pas très efficace pour déterrer, mais voilà, nous on l'utilise vraiment généralement en bonnes conditions. Donc il n'y a pas trop de terre et après on met des personnes sur la machine pour déterrer s'il faut. Mais voilà, important d'avoir une machine douce pour démarrer en saison, pour éviter les chocs, parce que vraiment c'est des produits, les pommes de terre sont très fragiles, tant que la peau n'est pas faite, c'est très fragile. Et après pour la fin de saison, étant donné que la machine n'est pas adaptée, enfin on l'a déjà fait, hein, mais concrètement ça me coûte plus cher en fait d'arracher tout seul avec ma machine plutôt que de faire intervenir une entreprise. Parce qu'on arrache lentement, je dois mettre des personnes sur la machine qu'on doit payer, etc. Enfin bref. Donc il faut aussi faire le calcul. Et clairement avec l'entreprise ça coûte beaucoup moins cher.
Et voilà, sur des pommes de terre qui sont bien fermes, enfin bien mûres, il n'y a aucun problème à arracher avec ce genre de machine. Ça déterre très bien. Il y a plusieurs systèmes de déterrage dedans qui permettent de séparer la terre des pommes de terre. Et en plus, après, alors ça c'est super, on amène tout chez un collègue qui est très bien équipé en conditionnement, qui me met tout en palox. Comme ça, j'ai plus qu'à chercher mes palox et puis les stocker dans mon frigo. C'est une prestation qu'on paye, c'est sûr. On peut toujours croire que ça coûte plus cher que quand on fait soi-même, mais bon, le temps c'est de l'argent et nous, clairement, du temps, on est plutôt à en manquer qu'en avoir de trop. Et enfin, je vais conclure avec le stockage. Ou pour le coup, je pense aussi avoir trouvé quelque chose de plutôt d'assez cohérent avec notre système. Donc c'est pareil, nous on est seul quasiment à stocker en frigo. Enfin, de façon générale, il y a plusieurs producteurs qui stockent en frigo, mais c'est quand même assez rare. Mais nous, étant donné la quantité qu'on fait, on est mieux. Voilà, si j'avais 50 hectares de pommes de terre, je pourrais pas mettre en frigo. Je veux dire, c'est pas sur la pomme de terre d'industrie. T'as pas une valeur ajoutée assez importante pour faire du frigo. Et puis ça se conserve très bien en tas comme ça. Mais nous, avec les mélanges variétaux, euh, pour gérer des tosses, c'est la misère. Pour gérer la conservation, c'est la misère. Donc voilà, les palox, c'est vraiment super. 1 tonne par palox. Tu dis, bah ça c'est de la binge, ça c'est de la Nasca. Tu ranges tu fais du Tetris dans ton frigo et tu prends quand tu veux. Voilà, c'est hyper pratique. L'avantage du frigo, c'est isolé, donc pas de variation de température. Et surtout, tu gères la température comme tu veux, donc d'un point de vue germination, surtout avec les variétés qu'on a, parce qu'on a des variétés quand même à dormance faible, hein, comme je l'avais dit, Binch et Annabelle, dormance très faible. Donc ça arrive d'avoir un frigo pour pouvoir maintenir une température entre allez, 6 7 degrés. Et au niveau germination, ça fait clairement la différence. Et tu peux les tenir super longtemps comme ça, en gardant toutes ces qualités organoleptiques. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le bon compromis pour nous. Le stockage Palox en frigo, j'en suis très content. C'est un système plus coûteux, c'est sûr, mais tellement plus pratique, qui nous fait gagner tellement plus de temps. Donc pour ça, ça c'est bingo. Et enfin, dernière chose, au niveau du conditionnement. Ça, je voulais pas encore montrer. C'est vrai que je voulais faire une vidéo là-dessus. J'essaierai de la faire peut-être dans l'hiver là. Et dans le conditionnement, nous, on a un vide palox qui met dans un déterreur. Le déterreur, il sert pas à grand-chose, mais enfin, il sert juste à acheminer la marchandise. Avec quand même quelques rouleaux qui permettent de séparer la poussière, parce que maintenant, du coup, la terre qui soit pomme de terre est sèche. Ça permet de séparer la poussière, enfin d'enlever la poussière. Et ensuite, ça va amener sur le trieur qui calibre encore une fois. En sachant que je ne l'ai pas dit, au conditionnement de pommes de terre, quand on récolte, je demande au conditionneur de calibrer déjà en plus 40, enfin on ouvre les grilles à 40 mm. Et ça permet de déjà évacuer pas mal de pommes de terre, et ça c'est un sacré avantage. Pourquoi? Parce que déjà, moi je suis en stockage, je suis hyper limite. Quand je suis. Bah voilà, cette année j'ai plein, j'ai même dû en laisser un peu dehors parce que j'arrivais pas à tout mettre. Et donc le fait d'enlever tout mon sous-calibre que je ne vais pas vendre dans tous les cas, et déjà je libère pas mal de palox où je peux mettre du coup la bonne marchandise à vendre. Et en plus derrière nous, parce que sur le marché de l'industrie, souvent tout est vendu, enfin les prix sont faits pour du calibre au-dessus de 35 mm. 35 mm c'est vraiment pas grand chose, donc tout passe quoi, quasiment. Tandis que nous pour du sac, 35 c'est trop petit, donc moi je passe directement, je suis à plus 50 là. Donc je mets une grille de 50 mm, donc 5 cm. Donc ça j'ai tout ce qui est en dessous de 50 qui part. Et même encore après, visuellement sur la table de tri, j'enlève encore les plus petites que je mets en sous-calibre aussi, pour vraiment avoir un bel effet visuel du calibre dans les sacs. Parce que je pense que c'est hyper important, les gens ils recherchent ça, d'avoir du calibre homogène, facile à travailler. Et surtout qu'en binge, comme le calibre il est déjà pas gros, on n'a pas vraiment des grosses pommes de terre pour compenser visuellement. Donc du coup c'est important d'avoir un bon calibrage malgré tout quand on veut faire du sac, du marché comme ça. Voilà. Il faut calibrer. C'est sûr c'est de la perte, j'en perds pas mal en binge clairement. Mais
c'est comme ça. Si on veut un produit de qualité qui convient aux consommateurs, c'est tout. Faut mettre en œuvre. Et problème que je n'ai pas du tout avec les Nazca. Nazca, je la passe à la grille 50, il n'y a quasiment rien qui passe. Ah, pas grand chose, et puis j'ai quasiment rien à enlever derrière. Donc c'est sûr que ça c'est beaucoup plus agréable. Mais bon, voilà, la binge ça reste quand même notre fer de lance. Et puis ça se comprend parce que ça reste quand même c'est la pomme de terre polyvalente par excellence, où tu sais tout faire et qui est vraiment qui est super bonne. Donc j'espère que je trouverai toujours du plan déjà. Parce que c'est pareil, les producteurs de plans de binge, il y en a de moins en moins. Mais bon, ça reste une super patate, donc j'espère qu'on pourra encore jouer sur ce créneau-là pendant longtemps. Et j'en ai terminé avec la pomme de terre, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire ou en privé. Il n'y a aucun problème, c'est toujours un plaisir d'avoir vos commentaires, vos réactions, vos petits avis et puis vos petites astuces aussi. Donc voilà, je les accueille avec plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo. Je connais pas encore le sujet, mais je vais la faire assez rapidement. On va essayer d'enchaîner pour que ça dure pas trop longtemps cette affaire. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, à Nostocké.